Ambiance d'une matinée d'hiver à Molenbeek, sur la place communale, les djellabas des anciens et quelques jeunes qui naviguent entre deux cultures, entre deux mondes. Traditionnellement plus libres que les jeunes filles, la rue leur appartient. Avec un petit jeu de provocation, ils nous entraînent dans leur quartier. Notre religion, nous, elle est musulmane. Elle est mal vue. Elle est mal vue, quoi. Par certains, elle est mal vue. Et on voit ce qui se passe de l'autre côté du monde. On met tout le monde dans le sac. Ah, on paye les pots cassés. Hein. Est-ce qu'il y a ici de vrais pratiquants musulmans? Comme vous savez, pour être pratiquant, il faut être saint de corps et saint d'esprit. Hein. Et ici, dans le monde où nous sommes maintenant, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui sont saints de corps ou bien saints d'esprit maintenant. Hein. Vous comprenez? Alors, ici, pour pratiquer l'islam, il faut ça. C'est normal qu'ici, la majorité des jeunes, surtout les jeunes qui sont ici, ils ne sont pas pratiquants, ils sont croyants, mais pas pratiquants. Hein. Mais les mosquées ici dans le quartier ne s'occupent pas des jeunes comme vous? Elles n'essayent pas de vous aider, de vous ramener dans le chemin de l'islam? Ah oui, eux, ils s'occupent de nous pour nous ramener dans le chemin de l'islam, ça c'est vrai. Eux, ils s'occupent de nous. Mais en vérité, nous les jeunes, on les écoute quand ils parlent avec nous. Mais après, quand eux, ils sont partis, c'est comme s'ils ne nous avaient pas parlé. C'est des gens eux-mêmes qui sont vraiment musulmans. Ils viennent nous parler, ils sont en groupe, à 5. Eux, ils commencent à nous parler d'islam. Comment c'est l'islam, comment on doit faire pour l'islam et tout. C'est eux qui viennent nous parler, quoi. Même ceux qui nous disent de venir à la mosquée. Parfois, on leur dit non. Et c'est qui ces gens-là? C'est des gens qui vont à la mosquée prier. Ce sont des gens du quartier que vous connaissiez déjà? C'est des gens, des grandes personnes, quoi, qui connaissent nos parents et on les connaît très bien. Non, il y a beaucoup de choses. Tu ne peux pas boire, tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas marcher avec des filles. Il y a plein de trucs. Il y a des trucs que tu peux pas faire dans la religion, pas voler. Dans n'importe quelle religion, tu ne peux pas voler. Il y a trop de trucs que tu dois faire. Ici en Belgique, il y en a qui savent le faire. Il y en a qui ne le font pas. C'est déjà ça, être croyant. Et plus tard, être pratiquant. Et voilà, la mosquée. Et votre femme, elle portera le foulard? Le foulard, ouais. Je l'espère. Inch'Allah. C'est important pour vous? Ah ouais, si vous voulez. C'est important pour la religion. Vous respectez plus une femme qui porte le foulard? Voilà. Parce qu'elle sait pas, elle sait pas c'est quoi. Parce qu'une femme avec le foulard va pas venir. Elle sait pas c'est quoi le cinéma, les sorties à discothèque et tout ça. Qu'est-ce qu'elle connaît, elle, de tout ça? Elle reste à la maison et quand elle veut faire une sortie avec son mari, elle fait une sortie avec son mari. Hein. La famille. Elle va pas commencer à aller au cinéma, aux discothèques en France, et puis en Hollande, et tout ça. C'est pas exagéré. Ça se fait pas, ça. Une femme qui est droite, elle sait pas c'est quoi tout ça. Elle est à la maison, elle parle pas. C'est ça qui est bien. En plus, c'est pas une fille qui fait « Ouais, on doit faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. » C'est pas la femme qui doit commander sur l'homme. Hein. C'est pour ça, une femme qui est droite, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Jamais de problème. Elle reste chez elle ou elle travaille, une femme qui est droite? Elle reste chez elle. Elle fait des sorties avec ses enfants. Mais en tout cas, il n'y a pas plus musulmans que nos parents. Hein. Ça, ouais. Ça, il n'y a pas plus musulmans que nos parents. Il n'y a que nos parents qui sont musulmans. Il n'y a qu'eux qui savent tout. Eux, ils sont au Maroc, ils savent bien comment ça se passe. Nous, on est nés ici en Belgique. C'est rien faire. Ils sont un peu malheureux, vos parents, de voir que vous n'êtes pas vraiment pratiquant? Ah ouais, tous les parents, c'est clair, ça. Hein. Tous les parents. Hein. Tous les parents, quand ils voient leur fils comme ça, qui traîne toujours dans la rue, qui ne font rien à l'école. C'est normal. Hein. C'est normal qu'ils pensent des trucs sur nous. Mais on va bien... Inch'Allah qu'on va devenir nous aussi musulmans comme nos parents. Il y a toujours moyen, madame. Toujours. Toujours moyen. Omar Bergalou est animateur, travailleur de rue, il est engagé par la commune de Forêt. Il a vécu la crise d'identité des jeunes maghrébins nés et élevés en Belgique. Il est très engagé dans son travail social avec les jeunes et milite pour les droits politiques des immigrés. Omar se dit un homme libre, sans lien avec un groupuscule ou une mosquée. Il est attaché à la démocratie en Occident, mais il a trouvé dans l'islam la réponse à ses questions personnelles. Bonjour. Vous êtes laissé pousser la barbe, c'était un acte de foi? Oui, je crois que c'est un acte de foi, mais moi, un acte de piété. Hein. C'est dans la tradition prophétique, et donc voilà, c'est parce que c'est une tradition prophétique et on essaie
de s'y coller le plus possible, quoi. Donc oui, c'est un acte de foi, un acte de piété. Ouais. Les jeunes vous respectent parce que vous êtes un homme religieux? Pas un homme religieux, mais que je respecte la religion, oui. Je veux dire, j'ai pas un sacerdoce comme ça religieux ou quoi, mais ils respectent parce qu'ils me respectent, je pense, parce que je respecte la religion, oui. C'est important pour eux. Même à la limite, s'ils sont en contradiction, même si ils respectent la religion, mais eux-mêmes boivent un verre à un moment ou faire un petit larcin ou ce genre de choses. Voilà. Lâche-moi. Allez, là, on va. Il faut remarquer quand même, il est 22h30. C'est une heure normalement qu'on ne joue pas au mini-foot, mais si c'est Kate ne jouait pas au mini-foot, en ce moment, ben, c'est quand même dehors. Omar, t'es un bon moniteur. Il est beau. Mignon. Tout fou. Tu es né en Belgique Tout à fait. et tu as quelle nationalité? Donc, je suis en train, pour l'instant, j'ai opté pour la naturalisation belge et les démarches sont presque finies. Et c'est important pour toi? Vu que je fais un régiondat en français histoire et que pour travailler dans l'État, il faut bien être belge, alors... Je trouve que les journalistes posent de mauvaises questions, ils les posent mal. Oui. Par exemple, vous demandez à ces jeunes s'ils ont la nationalité belge, il y en a qui répondent oui, il y en a qui répondent non. À ceux qui répondent non, vous leur demandez s'ils ne veulent pas s'intégrer dans la société belge. Hein, vous posez la question. Je sais que vous êtes très attentif au droit de vote, c'est ça que je voulais amener. Oui, mais c'est même pas ça, c'est juste demander si ces jeunes-là, est-ce que ça rentre dans leurs critères, le fait de se naturaliser belge, est-ce que ça rentre dans leurs critères d'intégration, oui. On est déjà intégré, on s'habille comme eux, on fait tout comme eux. C'est pas assez. De toute façon, c'est pas avec la nationalité belge qu'on va s'intégrer. Hein. On est déjà intégré, même sans la nationalité belge. Hein. C'est pas parce qu'on l'a qu'on est... Dans la vie de tous les jours, on est déjà intégré. Hein. Je vois pas pourquoi chaque fois on devrait amener ce mot intégration. On est né ici, mais comme... Je vois pas pourquoi on devrait parler chaque fois ce mot intégration. Oui, en fait, ce que vous voulez, c'est le droit de vote sans la nationalité. Sans la nationalité ou alors la nationalité d'office. Présente-toi aux élections et on votera pour toi. Rue Massot à Schaerbeek. Nous sommes à la sortie de la prière du vendredi à la mosquée Al-Nour, une des plus anciennes de Bruxelles. La mosquée est réputée pour accueillir aujourd'hui de nombreux prêcheurs venus de l'étranger. Le dialogue s'installe, mais la présence de la caméra n'est pas bienvenue. Je ne vois pas pourquoi je devrais faire confiance à des gens qui viennent pour nous filmer. Écoutez, on n'est pas des pantins, on n'est pas des marionnettes. C'est même pas la peine avec des caméras ou des trucs comme ça, ou des chichis, non. Le Coran, il n'a pas été changé et il est inchangeable, il ne sera jamais changé. Mais on ne nous a pas encore donné le droit, on n'a pas encore eu l'occasion non plus de l'appliquer, ce Coran. À votre avis, est-ce qu'il existe un État islamique? Non, il n'y a pas d'État islamique. Ni l'Iran, ni l'Arabie Saoudite, il n'y a aucun État islamique pour l'instant. Voilà. Il y a des peuples musulmans qui sont gouvernés par des gouvernements laïques, qui ne sont pas musulmans du tout. Dans la rue, l'un de nos interlocuteurs nous a fixé un rendez-vous avec un savant, digne de nous parler de l'islam. 2 jours plus tard, quelle n'est pas notre surprise de nous trouver face au cheikh Bassam, imam d'origine syrienne, accompagné de 2 membres de l'association Jeunesse Bruxelloise Sans Frontières. Cette association est née il y a moins de 2 ans. Très active dans le quartier, ces animateurs souhaitent une attention plus positive des autorités à l'apport de l'islam pour la jeunesse. Vous pensez que l'islam a une mauvaise image en Belgique? Depuis l'Iran, l'Irak, tout ça, ça donne des mauvaises impressions au peuple occidental en pensant, voilà, l'islam, c'est une religion que de guerre. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Et la télévision n'a pas ménagé cette idée et toujours il a présenté plus ou moins que les islamistes, c'est eux qui mènent la guerre, etc.
Oui. Nous entendons souvent dans les témoignages que nous recueillons cette idée que les attentats, parlons de l'Algérie et de la France, ne sont pas le fait de musulmans. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis certain et sûr, ils ne sont pas faits par des musulmans, parce qu'un musulman pratiquant qui croit en Dieu, il ne tuera jamais aveuglement quelqu'un. Surtout la parole du prophète connu, ne tuez pas une femme, un enfant, ne coupez pas un arbre. Alors comment peut-on dire qu'un musulman pratiquant qui croit en Dieu, il va poser une bombe à droite ou à gauche et faire exploser cette bombe pour tuer des gens innocents? Et alors, l'enfant qu'on a attrapé en France, Khaled Kalka, tout ça, ce n'est qu'un délinquant qui vendait des drogues et il a laissé auparavant ses empreintes chez les polices et ainsi ils l'ont attrapé. Bon, alors donc il ne peut pas se transformer un délinquant en un militant islamiste. C'est un type qui est vendu, acheté par un organisme quelconque pour faire une mauvaise image de l'islam et des musulmans. Pour parler d'un mouvement islamiste que l'on connaît en Belgique, le GIA, vous pensez que les personnes qui sont membres du GIA sont toutes des personnes manipulées par des ennemis de l'islam et de la nation arabe? De toute façon, si je dois dire quelques mots sur ce sujet, je crois bien à la justice de la Belgique. Et la justice de la Belgique, certainement, ils ont découvert que ces gens, ils n'ont pas commis des attentats en Belgique et qu'ils ne veulent pas commettre des attentats en Belgique. Un musulman qui soit vraiment militant pour un parti quelconque, etc., il ne pensera jamais de faire des mauvais actes en Belgique. Car la Belgique, c'est le pays le plus accueillant du monde entier et la générosité des peuples belges vis-à-vis des étrangers, on ne la voit pas ailleurs. Ces gens, par exemple, que vous avez récités de GIA, s'ils se font attraper dans un pays arabe, ils seront exécutés. Et voilà, regardez la Belgique, comment ils l'ont laissé la possibilité de se défendre, d'amener des avocats, tout ça. Et donc, un musulman, il ne peut jamais, qu'il soit activiste ou pas, il ne peut jamais attaquer un pays comme la Belgique. Nous avons rendez-vous avec Yahya Jean Michaud, islamologue, érudit, arabisant de grande réputation, converti à la religion musulmane. Le professeur Michaud est une personnalité forte et difficile à cerner. Il a surpris par son franc-parler au Vif l'Express le 17 février 1995, où il affirme que la Déclaration des droits de l'homme, jugée blasphématoire par les islamistes, n'est pas universelle. Les musulmans rédigeaient leur propre déclaration musulmane des droits de l'homme. Et la déclaration islamique affirme que les croyants et les incroyants ne sont pas égaux. Ça ne veut pas dire que les premiers vont trucider les seconds. Depuis un an, le professeur Michaud est président du Conseil supérieur des musulmans de Belgique. Il nous apprend que notre reportage a fait l'objet d'un vote, controversé mais finalement positif au sein du Conseil, ce qui nous a en effet ouvert quelques portes. Le Conseil supérieur des musulmans n'est pas officiel. Il agit comme un groupe de pression. Il revendique le financement des œuvres sociales, des écoles et du culte musulman. Je constate aujourd'hui qu'il y a à peu près 300 mosquées, 280 en Belgique, et que bon an, mal an, une mosquée coûte en eau, gaz, électricité, salaire de l'imam, etc., à peu près 1 million. Ça fait, on peut arrondir, 280 ou 300 millions par an. Que la communauté musulmane paye elle-même, et somme sur laquelle elle paie par ailleurs des impôts, puisqu'elle n'a aucune exonération fiscale. Est-ce que vous craignez une intervention des autorités belges dans le culte musulman s'il y a apport de subsides? Il va y avoir contrôle, ne fût-ce que par les finances. Oui, c'est une des raisons. Oui, parce que je ne la crains pas seulement, je la constate.
il y a une intervention continue qui n'est pas sage d'un point de vue de la stricte séparation de l'État et de l'Église dans ce pays. Parce que l'État se permet vis-à-vis de la religion musulmane des choses qu'il n'oserait jamais entreprendre vis-à-vis de la religion catholique, par exemple. Par exemple ? Se mêler de trier les gens, non pas au top niveau, mais à un niveau intermédiaire. Que je sache, par exemple, l'État n'intervient pas dans le tri des prêtres. Vous êtes favorable à la création d'un enseignement libre musulman? Ça résoudrait des problèmes scolaires. Je ne vais pas être favorable ou non favorable. Je constate que dans ce pays, la création d'enseignement libre fait partie du paysage sociopolitique belge. Et que les musulmans sont en droit d'avoir un réseau d'enseignement musulman comme les catholiques ou les israélites en ont un. La seule école qui existe, à savoir l'école El Razali, qui squatte le centre islamique pour le moment, malheureusement, cette école a sorti l'an passé son premier groupe d'élèves qui avaient fait leurs 6 années primaires au centre islamique. Et j'ai été très favorablement étonné par la qualité de ces élèves, pour ce qui est de la connaissance du français et de l'arabe, et par ailleurs pour ce qui est d'être bien dans leur peau. Je ne vois pas pourquoi on aurait plus de crainte à avoir vis-à-vis d'un enseignement musulman que vis-à-vis d'un enseignement catholique ou d'un enseignement israélite. Ce vendredi de décembre, nous sommes invités à assister aux prêches et à la prière à la mosquée Kouba. C'est une première. Le président de la SBL, Larbi Kadour, accepte la présence discrète des femmes de notre équipe dans la grande salle de la mosquée. La prière, c'est le lien qui unit l'être à son Dieu. Ça a une très très grande importance parce que tout est basé sur la prière. Vous savez, on peut dire, comme certains disent, je crois, mais je ne suis pas pratiquant. Disons, en islam, je crois et je ne pratique pas, n'a aucun sens. La prière du vendredi, c'est cité aussi dans le Coran, que la prière du vendredi a une importance, même si on est commerçant ou quoi, on doit laisser son commerce, laisser ses activités, et aller faire la prière à la mosquée. On ne peut pas la faire chez soi ce jour-là. C'est-à-dire qu'on est plus incité à aller à la prière. C'est très important, ça doit se faire à la mosquée. Ah, bonjour. Je viens vous rapporter les foulards. Ça a été? Oui. Bien. On vous a demandé pourquoi c'était des foulards noirs. Ah oui, c'est vrai. J'aurais quand même de mélanger un petit peu. Ouais, ça fait très iranien, il paraît. Oui. Ils vont prendre encore... Mais vous êtes sauvés parce qu'il y a des perles et les Iraniens n'aiment pas les perles. Le libraire qui nous a prêté les foulards est un ancien compagnon de route de la CSC et du mouvement ouvrier chrétien. Déçu de la politique, il est partisan aujourd'hui de l'instauration de régimes islamiques dans les pays musulmans. Vous n'hésitez pas dans votre magasin à exposer toutes les publications du fils et de cette tendance qui veut l'instauration de l'État islamique. Vous savez que c'est quand même très mal vu ici. C'est-à-dire très mal vu par les Européens un État islamique parce qu'ils n'ont jamais mêlé ou à chercher à savoir qu'est-ce que c'est l'islam. C'est malheureux. L'instauration de l'État islamique, personnellement, moi-même, je voudrais l'installer. Parce que si je voyais dans l'État islamique quelque chose de mauvais, j'aurais dit non, je suis musulman, pas d'État islamique.
le meilleur refuge pour nous, c'est le retour au pays. Quand on dit le pays d'accueil que nous accueille en Europe, il est en difficulté, il faut le dire, il est en difficulté. Et les pays que nous avons quittés, qui nous a chassés, je dirais chassés, ils ont accaparé de tous les biens là-bas. On doit retourner. On doit faire, dans mon idée, on doit faire un échange. La technologie en Europe, elle doit nous suivre pour développer nos pays là-bas, qui sont sous-développés. Ce n'est pas la question qu'il manque de l'argent. S'il manque les idées, ces gens-là, ils ont des idées courtes. C'est pire que les colonialistes. Parce que la question de l'Europe, actuellement, les grands politiciens, ils ont peur d'une chose. Ils croient que les musulmans, c'est jamais les musulmans, ils vont avoir l'Algérie, ils vont devenir un État islamique. Ah, c'est fini, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de... Mais c'est une erreur capitale. C'est une erreur capitale. L'islam nous ordonne de s'associer, nous ordonne de faire des commerces extérieurs, nous ordonne de faire des choses extraordinaires, du moment que ce soit légal, juste et correct. Et ne pas exploiter des gens sans rien. Voilà, shukran. Voilà, je vais vous faire écouter maintenant la personne là, Monsieur Dr Kashk, un prêcheur extraordinaire que vous allez écouter et juger vous-même. C'est la caméra qui donne. Samedi matin, de l'extérieur, on n'imagine pas que la mosquée Quba abrite une école. École de devoir en semaine, elle accueille chaque week-end 600 élèves venus de tous les quartiers de Bruxelles pour suivre 8 heures de cours d'arabe. Ça fait plaisir, franchement. Donc, quand je vois des petits comme ça, enfin, de ma nature, j'aime l'uniformité. Et les petits, là, ce qu'ils font comme ça me donne plaisir, quoi. 11 classes, 11 professeurs, sous la houlette vigilante et enthousiaste de Karim Chemlal, jeune universitaire convaincu que c'est l'enracinement de ses enfants dans leur culture d'origine qui les aidera à réussir dans la société belge. On n'a aucun subside, ni de la Belgique, ni de l'étranger. Je précise bien, parce qu'on axe beaucoup certaines choses, les mosquées ou les ASBL sont subsidiées par l'étranger. En tout cas, je parle en tant que responsable de cette ASBL ici, Association culturelle islamique, de la mosquée Quba. Nous, on n'a aucun subside de l'extérieur. On vit des dons des fidèles qui fréquentent la mosquée. Et on fait souvent appel à eux. Excusez-moi, je vous interromps. Vous êtes tous professeurs bénévoles ici et vous êtes tous en réalité étudiants. Oui. Je peux vous demander ce que vous étudiez? Moi, je fais un doctorat en biologie moléculaire à l'ULB. Toi? Moi, je fais maîtrise en économétrie. Eh ben, moi, je fais un doctorat en biologie cellulaire à l'ICN.
Très scientifique, vos orientations. Vous avez fait toutes vos études en Belgique? Non, au Maroc. On a fait la licence au Maroc. Et puis, le 3e cycle, on l'a fait ici. Et en fait, vous donnez ces cours 2 jours par semaine. En fait, tous vos week-ends, vous les consacrez à l'école. Est-ce qu'on vous a demandé de venir ou c'est une initiative que vous avez prise? C'est une initiative qu'on a prise nous-mêmes. On a déposé notre demande ici, un CV en fait. Et puis, on a accepté. Parce qu'on a été accepté, on est venu. Vous considérez que c'est une tâche que vous avez à accomplir? C'est un devoir. C'est un devoir parce que nous, les musulmans, on dit que si on connaît un verset coranique, on doit l'enseigner à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un devoir. J'ai senti le devoir d'enseigner les enfants des immigrés de la langue arabe. Parce qu'ils risquent, avec le fait qu'ils tout le temps ils parlent en français, d'oublier leur langue maternelle. Il ne faut pas oublier qu'ils sont des musulmans. Et qui dit islam dit Coran, et le Coran est en langue arabe. Et d'ailleurs, même les convertis en islam, aussi bien belges que français, de n'importe quelle origine, dès qu'ils se convertissent en islam, la première chose à faire, c'est d'apprendre l'arabe pour pouvoir comprendre le Coran et tout ce qui concerne la religion islamique. Un dimanche comme les autres, au centre Jeunesse bruxelloise sans frontières, Abou Amaline n'entre pas avec nous, c'est l'après-midi des femmes. C'est un horaire juste pour les femmes, du lundi au dimanche. On fait des petites conférences entre nous, on prend un titre ou un sujet, on en parle, on discute, on fait un petit débat entre nous. Et puis on apprend aussi les ahadiths, donc les dires du prophète. Et on fait aussi des Corans, on apprend le Coran et sa traduction. On essaie d'apprendre ça chez soi à la maison, d'apprendre ça par cœur. Le samedi, on fait les cours d'arabe, de niveau, c'est pour apprendre l'arabe. Et le dimanche, voilà, on a les cours avec parfois le Cheikh Bassam et parfois des autres conférenciers qui viennent de l'extérieur, comme de France. À voir le petit morceau de visage que vous nous montrez, vous êtes belge d'origine? Tout à fait, oui. Belge. Il n'y a pas pur belge. Il n'y a pas plus pur. Vous êtes convertie depuis longtemps? Maintenant, ça fait 5 ans, oui. Ça fait 5 ans que je suis convertie et je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. En fait, je suis vraiment très bien dans ma peau. J'étais très jeune, donc j'avais 17 ans. Je n'avais pas vraiment d'idée, je ne savais pas quoi faire. Et puis quand je me suis mis dans l'islam, ça m'a vraiment réconfortée, quoi. J'ai suivi et puis c'était vraiment formidable. Puis on a beaucoup de chaleur, en fait, entre nous. Vous pouvez commencer, chef. Vous montez? Oui, on monte. Oui, on monte. Alors, vous pouvez monter les... Bien. Tu vas. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Lorsque tu dis mon Seigneur est Allah et tu marches tout droit en calculant chaque geste. Les jeunes filles qui sont venues ici au centre, c'était une prise de conscience, ça veut dire que leur cœur a été nettoyé. Et cette lumière qu'il y avait dans ce cœur, donc la lumière de la foi, est revenue beaucoup plus puissante. On lit un morceau de Coran, on explique qu'est-ce que ça veut dire. Après, on laisse la permission à chacune d'exposer ses questions pendant une semaine, toutes ses difficultés, qu'est-ce qu'elle a eu, des choses dans sa vie quotidienne. Alors elle pose la question si c'est permis ou pas permis, voilà. Par exemple, tout à l'heure, il vient une femme, elle demande, moi je suis divorcée avec mon mari, mais il vient quand même pour voir les enfants. Est-ce que je peux le voir sans porter le foulard ou je dois porter le foulard? Donc voilà, c'est sur ce genre. Bon, est-ce que je dois toucher de l'argent pour les enfants ou pas? Voilà, il demande des questions de ce genre. Est-ce que islamiquement c'est permis ou pas? Voilà.
Ce qui paraît effrayant quand on lit ce livre auquel vous faisiez allusion, La Voix du musulman, ce sont les droits de la femme et les droits de son mari. On se rend compte qu'une femme ne peut pas sortir de son domicile sans l'autorisation de son mari, elle ne peut pas travailler sans l'autorisation de son mari, elle n'est absolument pas libre de décider de son sort, même d'aller et venir. Si on lit les textes, ce que je viens de dire est exact. Une femme ne peut pas sortir de la maison sans l'accord de son mari. Elle ne peut pas... Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous dites qu'on lit les textes, souvent, et c'est typique, hein, on dit voilà, islamiquement, voilà, une femme n'a pas le droit de faire ça, et ça, et ça, et ça. Et ce que je voudrais qu'un jour qu'on fasse, et ça ferait très plaisir à toutes les musulmanes, c'est que vous nous dites, vous n'avez pas le droit de faire ça, ça et ça, mais c'est incroyable, vous avez le droit de faire ça, ça, ça et ça. Donc, les choses qui sont écrites dans le livre, les droits de la femme, nos droits à nous. D'accord? Mais quels sont-ils que les autres femmes n'ont pas? Il y en a quand même. Déjà, un exemple qui peut nous venir comme ça. Par exemple, une femme musulmane a le droit de ne pas faire à manger le ménage chez elle. Elle a le droit de demander à son mari une bonne, qui lui paye une bonne. Elle a le droit d'avoir, voilà, et en plus, elle a le droit d'avoir donc son propre argent, de faire son propre commerce sans en donner un sou pour toute la famille. Que pensez-vous des petites filles de 4 ou 5 ans, ou même plus petites, qui sont déjà complètement encapuchonnées? C'est ridicule. C'est l'ignorance des parents, tout simplement. Ça, tout le monde peut voir. Mais moi, je voudrais quoi que ce soit dans n'importe quel livre qu'un enfant de 4 ans doit mettre un foulard sur la tête. Ça n'a jamais existé. Si maintenant... À l'école islamique, toutes les petites filles ont un foulard. Oui, mais enfin, moi je voudrais vous demander, et vous, que pensez-vous alors d'une petite fille qui a donc aussi 12-13 ans et qui a la pilule dans la poche? Moi, je voudrais vous retourner la question aussi dans moi, je préférerais inculquer à ma fille de telles valeurs. Ça veut dire que le voile est synonyme peut-être d'abstinence, d'une protection, de pudeur, plutôt que dire à ma fille, voilà, la pilule, le préservatif et tout ce que tu veux. L'islam n'empêche pas un homme ou une fille de se côtoyer. De se côtoyer, de se parler. La seule prescription qu'on ne peut pas dépasser dans l'islam, c'est que quand on est dans une pièce et qu'un homme et une femme se trouvent seuls. Ça c'est interdit. Mais le reste, par exemple... Même voilé. Même voilé. Donc, un homme et une femme seule, vous savez, c'est pas le voile qui va empêcher quoi que ce soit. Et... c'est pas ça, même les Esquimaux. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est la seule obligatoire qui est interdite pour la femme dans les relations avec les hommes. Mais sinon, le reste, parler avec un homme en public, parler avec des hommes en public, parler avec plusieurs hommes, quand on est une seule femme, ce n'est pas interdit. Tout est normal. Faut oublier que la mixité, on la côtoie régulièrement, que ce soit dans le bus, dehors, à l'école, dans les administrations, où la mixité est présente, elle n'est pas interdite. Non, mais vous pouvez pas, par exemple, discuter dans votre salon avec un petit copain. Toute seule? Oui. Non, ça c'est la limite. Moi, musulmane ou pas, je ne pense pas que je sois musulmane ou non, je ne pourrais pas. Vous dites que vous voulez retrouver en tout cas vos racines et votre tradition et votre islam. Mais à vous voir toutes, en fait, vous n'êtes pas du tout, par exemple, habillées comme vos mères. Vous portez le foulard de façon différente. Je veux pas retourner. Il faut d'abord faire une différence entre tradition et islam et religion. Donc on ne veut pas retourner à nos traditions. Nos traditions, on les connaît. Donc on a vécu avec nos parents à la maison. On sait très bien ce que c'est notre tradition. La tradition n'a rien à voir avec la religion. Ça, il faut bien les séparer. Ce qu'on veut faire un retour en arrière, c'est quand je dis le mot culture, ça comporte la religion. C'est notre religion. Mais ça veut dire que vous voulez retourner à un autre islam que celui de vos parents, puisque oui, exactement. Le vrai islam. Le vrai islam. Le vrai islam. Parce que nos parents, leur islam est beaucoup empreint de traditions qui sont fausses, où il y a quelques superstitions, etc. Et ils sont aussi très ignorants sur leur propre religion. Et quand on a eu cette prise de conscience, on a voulu, nous, connaître notre religion. C'est donc simplement tentation de pureté. Exactement. Un islam, Inch'Allah, c'est Dieu l'accepte de nous. Voilà.
Le cheikh Bassam nous a conviés à son prêche à la mosquée Al-Azhar, un prêche où il répète que l'islam est la religion de toute l'humanité. Depuis Adam, Abraham, Noé, Moïse, Jésus, tous sont les prophètes qui annoncent la révélation du Coran. Les termes sur le refus des Juifs sont durs et les chrétiens sont fermement appelés à cesser de s'aveugler. جئنا إلى هذه البلاد لندعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله التي جاء بها آدم عليه السلام وجاء بها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ولا نغيرها ولا نبدلها بل نحيا ونموت عليها أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولأمة محمد أجمعين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. Les Arabes, sans la révélation coranique, ils n'étaient rien du tout. Et avec la révélation coranique, ils ont fait une grande civilisation. Donc nous souhaitons pour les musulmans et les Arabes revenir un peu vers l'esprit et travailler et collaborer avec le monde entier pour faire un pays et introduire la civilisation musulmane et la moralité de la civilisation musulmane dans le monde occidental qui est devenu actuellement très matérialiste. Donc, faire un échange entre l'Occident et l'islam. C'est ça ce que nous cherchons, c'est ça que nous espérons un jour. Arié Balsi est turque. Elle s'occupe à Saint-Josse de la Voix des femmes, une organisation qui aide à l'intégration des femmes et des familles. Arié nous avait promis de nous faire rencontrer des témoins du climat qui règne dans sa communauté. Ok, ciao. Ah ben, son père, il a dit qu'il préfère ne pas parce qu'il va s'énerver, il va dire des choses trop dures qu'il peut regretter après. C'est incroyable. Moi, je n'en reviens pas, hein. Tout le monde a peur et moi j'aurais jamais cru que la situation était si grave que ça. Vous pensez qu'il y a une stratégie justement, et même par rapport aux médias, que les intégristes critiquent beaucoup, vous pensez qu'il y a une stratégie? Ah oui, pour moi c'est évident quand je vois la manière comment ils ont mis des formations pour les jeunes, la manière comment ils mettent ils font des formations pour les femmes, pour les adultes, des formations qui consistent à donner vraiment une argumentation, savoir parler, manipuler la langue française ou le turc pour défendre au maximum leurs idées. Et ça n'importe où. Par exemple, les femmes intégristes, elles ont aussi cette facilité de dire oui, on témoigne parce que à n'importe où, n'importe quand, c'est leur devoir de parler de leur idéologie, de l'islam, de les propager. Moi, ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas les intégristes. Je n'ai pas peur des intégristes. J'ai pas peur pour moi personnellement. Je n'ai pas peur de les affronter. Je n'ai pas peur de défendre mes idées par rapport à eux. Pas du tout. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est le fait qu'il y a cette... je ne veux pas dire une indifférence, mais le fait que... qu'il y a toute une série d'associations qui se créent, qu'il y a toute une série d'animateurs qui sont engagés par les communes, des associations qui sont subventionnées, des associations soi-disant de jeunes qui font effectivement sur leur objet social, c'est un travail de jeunes qu'on ne peut pas les taxer d'intégristes. Mais quand on voit dans leur vie quotidienne, nous les gens qui travaillons sur le terrain, nous voyons très bien quels sont leurs enjeux. Ils veulent un système politique. C'est vraiment propager, apporter le charia, apporter créer un État musulman, enfin le régime musulman, islam. Mais pas en Belgique. En Belgique, ils ne peuvent pas rêver de cela quand même. Mais quand on parle avec eux, ils rêvent ça, et pour eux, c'est la seule chose qui va sauver l'humanité.
Vous êtes musulmane, Arié. Comment vivez-vous cette foi ici en Belgique? Moi, je suis de culture musulmane. J'aime beaucoup ça. J'aimerais transmettre à mes enfants toute une série de valeurs que mes parents m'ont transmises. Mais je ne m'identifie absolument pas à ces gens-là. Mes parents sont des gens très croyants, très pratiquants. Mon père est un imam. Mais mes parents, ils nous ont toujours appris à respecter l'autre et à ne pas se mêler de la religion de l'autre, de ne pas juger une personne par rapport à ses croyances. Est-ce que vous pourriez épouser un non-turc? Ça, c'est une question que j'ai déjà réfléchi, mais je crois que c'est très difficile. Je crois que je ne pourrais pas vivre comme les Européens. Tout le monde est responsable, pas seulement les autorités politiques, mais tout le mouvement progressiste, enfin, tout citoyen est responsable de ça. Il n'est pas informé en général. Comment? Il n'est pas très informé. Mais même quand on dit, on est très mal reçu. Moi, j'ai eu personnellement énormément de problèmes parce que j'ai eu le courage de dire attention, là, ce sont des intégrés. Attention, ça, c'est des intégrés. Avec ça à des Belges. Je disais ça à des Belges, je disais ça à des responsables politiques, et c'est moi qui n'a pas été écoutée. 9 décembre 1995, nous assistons à une des conférences que Tariq Ramadan donne ces mois-ci en Belgique. Les femmes et les jeunes filles sont invitées à 14h30. Tariq Ramadan reviendra le soir pour les hommes. Citoyen suisse, professeur de philosophie à Genève, Tariq Ramadan est interdit d'entrer en France. D'origine égyptienne, il est le petit-fils d'Hassan el-Banna, assassiné en 1949, fondateur des Frères musulmans, un mouvement religieux dont la devise est « La Constitution, c'est le Coran ». Les frères ont subi d'affreuses persécutions sous Nasser. Ils se sont vengés sous Sadat. Certains groupes radicalisés se sont engagés dans la violence pour instaurer la charia. Cette violence, Tariq Ramadan la condamne au nom de sa foi. Son terrain, c'est l'Europe, où il exhorte les musulmans à investir la société occidentale des valeurs de l'islam. Essayez de vous imaginer ce que représente l'islam pour un Belge qui n'a pas lu 50 livres sur l'islam, qui regarde la télévision, qui lit la presse. Par la force des choses, ça lui apparaît être une religion de la violence. Si vous n'acceptez pas qu'on vous entende, ne vous étonnez pas qu'on parle à votre place. Et c'est vrai que dans les apparences, dans ce qu'on montre nous, dans les apparences qu'on peut montrer, il peut y avoir évidemment, pour les uns et les autres, l'impression qu'on se referme. L'impression qu'un voile est une prison. L'impression qu'une mosquée est un camp retranché. L'impression que votre pratique islamique, votre conviction est un enfermement. Moi, je suis très content que la presse vienne et qu'elle vous interpelle un certain nombre. Parce que vous allez apprendre maintenant. Il va falloir s'exprimer, dire les choses concrètement. Et on y arrivera, Inch'Allah, avec l'apprentissage. Le premier élément qui touche à la question de la rencontre entre les cultures, aujourd'hui, vous devez vous en rendre compte, c'est une question qui est lancinante, c'est une question qui est sur toutes les bouches. Mais c'est une bonne question qu'il faut entendre. Elle vient de l'Occident, elle naît dans nos contrées. Est-ce qu'il est possible pour l'islam, et donc pour les musulmans du monde, de relever le défi du temps moderne, des temps modernes, de la modernité? Il y a un principe fondamental en islam, c'est que tout ce qui est bon, d'où qu'il vienne, est à prendre s'il ne remet pas en cause les principes fondamentaux de l'islam, les orientations premières. La modernité est une chose, l'occidentalisation en est une autre. C'est un ami, c'est un frère pour nous. Il a toujours été là quand on a besoin de lui. C'est tout ce que je peux vous dire. Il est vrai qu'il n'y a pas de grosse barrière. C'est quelqu'un de très très simple qui donne son numéro facilement, qu'on peut joindre facilement.
C'est quelqu'un à qui on peut poser les questions les plus intimes comme les questions les plus générales. Quelqu'un qui est disponible. Quelqu'un qui se rend disponible au maximum. Ce n'est pas le cas, c'est sûr. En fait, il dit toujours ce qu'on attend qu'il nous dise. C'est ça qui est bien chez lui. Et en plus, il est séduisant, non? Bah, tant mieux, ça n'enlève rien au charme de tout le reste, tant mieux. Ça ne gâte rien, mais je ne pense pas que ce soit ça l'essentiel. Mais son vrai charme, il est très médiatique, ça c'est un fait. Son charme va au-delà d'un charme physique. C'est un charme complet. Voilà. Voilà. Donc je ne m'en défends pas du tout. D'abord la paix de son cœur, c'est ça. Nous sommes destinés à vivre ici, nous en avons envie, nous avons reconnu un certain nombre d'éléments positifs dans cette société-là. Nous sommes, comme je le suis, musulmans suisses ou musulmans belges ou musulmans français. Il faut s'habituer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accepter l'islam? Puisque vous niez aussi la possibilité d'un islam à la belge qui serait peut-être un peu moins voyant. Non, mais je crois que l'islam à la Belge, il est vécu là maintenant, et on va aller vers l'avenir. L'islam à la Belge, c'est l'habitude des Belges de vivre avec l'islam. C'est pas autre chose. C'est l'habitude des Belges de vivre avec l'islam. C'est ça, l'islam à la Belge, comme ce sera le cas dans les autres pays européens. L'aumône est une obligation religieuse en islam. Avec cette distribution du couscous aux sans-abri, le Secours islamique, organisation humanitaire internationale, démontre la participation des musulmans à la vie sociale belge. Les personnes qui vous apportent le couscous, vous savez qui ils sont? Oui. C'est un Marocain peut-être. Hein. Oui. Je ne savais pas que le couscous est si bon que ça. Non, très bien, c'est très bien. Disons que c'est le meilleur repas de toute la saison. Ça, vous pouvez le noter. Je sais que nous avons une charge lourde pour faire comprendre au grand public l'islam de la cohabitation, l'islam de la fraternité, l'islam de l'amour, l'islam du pardon, l'islam du partage. Je crois que cette forme de l'islam n'arrive pas à passer. Il est en quelque sorte... on n'arrive pas. Et pourquoi? Quand on s'y montre de cette manière, on est vite suspecté. On dit que il nous fait voir ce qu'il veut de l'islam. Il nous fait voir ce qu'il veut de l'islam. En réalité, l'islam, c'est le contraire de ce qu'il vient de nous dire. Pourquoi tolérez-vous la présence de tracts des extrémistes, du GIA par exemple, dans les mosquées? Je crois avoir une part d'explication. Au sein de la communauté, étant donné que je fréquente assez les mosquées, je connais assez bien les gens des mosquées. Et au sein de la mosquée, vous ne trouvez aucune personne, et je le connais, aucune personne qui va approuver un attentat. Mais vous allez trouver beaucoup de sympathie chez les musulmans contre un régime totalitaire. C'est-à-dire en Algérie, on dit, mais les militaires se sont emparés du pouvoir, ils ont chassé les musulmans. Mais le grand public, pour lui, je crois, le soutien, il est beaucoup plus sentimental que raisonnable. Ils ne font faire agir que leurs sentiments. D'autant plus quand on a mis la main sur des Algériens ici en Belgique et qu'on a trouvé chez eux des armes, les gens commençaient à se poser des questions. Écoutez, avant vous étiez pacifique, vous étiez bien, vous venez, vous parlez du malheur que vous vivez en Algérie, mais que vous ayez des armes ici, c'est autre chose. Hein. Ce soir, concert et grand défilé du couturier Bachir que nous avions rencontré rue de Brabant. L'atmosphère est à la détente, à la joie. C'est aussi un visage de la jeunesse musulmane qui témoigne d'un art de vivre qui ne renie en rien ses origines.
La mode traditionnelle marocaine, vous aimez ça? Vous en portez quelquefois? Oui, dans les fêtes, dans les baptêmes, mariages. Toutes les occasions et les fêtes culturelles. Voilà, on n'est pas obligé de les porter, mais pour pas aussi oublier les traditions, on les met et ça fait plaisir parce que ça change, voilà. Vous aimez bien? Oui, on aime bien. On voit toujours les maghrébines fort strictes et tout. Non, enfin personnellement, moi j'ai des parents, c'est cool. Je sors, je m'habille comme je veux. Il n'y a pas de problème. Pas de problème avec les parents, non? Non, il n'y a pas de problème. Ils font confiance, je dis ce que je fais, et c'est bon quoi. Pas de problème non plus, pas de pression, je veux dire, dans le quartier, non? Justement, on a déménagé un peu quoi, pour pas être trop à côté. C'est pas facile quand on vient vous chercher, quand on est accompagné avec des garçons et tout, c'est pas facile. Quand on habite dans un quartier maghrébin, les femmes, les vieilles, enfin, elles sont toujours occupées à parler. Oui, vous avez vu la fille de ça. Chez les Arabes, ça marche super bien. Il y a beaucoup de cancans, de candidatons. Oui, beaucoup. Très. On peut ressembler à une européenne, une occidentale, tout ce que vous voulez. On a nos racines, on a notre religion. Et je dis pas que je serai comme ça toute ma vie. À un certain moment, on veut suivre notre religion parce qu'on y croit, on a la foi. Et c'est possible que dans 20 ans, on verra avec un foulard. Vous donnez un petit délai au fond. Oui, voilà. On se donne un petit délai. Mais bon, peut-être maintenant je m'amuse, mais un jour, j'essaierai d'être une bonne musulmane. Voilà. You're